Je n'aurais jamais imaginé que l'humiliation puisse être si élégamment déguisée en soie et en champagne. J'étais assise là, au 3e rang, au mariage de ma sœur cadette, portant la seule robe de soirée que je possédais, essayant de disparaître au milieu d'une foule qui paraissait trop impeccable, trop parfaite. À côté de moi, mon fils Lucas balançait ses jambes sous la table, vêtu d'un petit costume qui m'avait coûté 2 salaires. Il avait l'air si fier d'être là, il croyait vraiment que ce jour nous rapprocherait à nouveau de la famille, et peut-être, au fond de moi, j'espérais la même chose. Vivien, ma sœur, flottait à travers la journée comme si elle était née pour ça. Elle avait cette aura, captivante, adorée, surtout par notre mère. Elle recevait toujours les éloges, tandis que moi, j'avais droit aux comparaisons. Pendant qu'elle se prélassait sous les projecteurs, j'apprenais à exister dans l'ombre. Pourtant, je suis venue. J'ai souri. J'ai applaudi pendant les vœux. J'ai gardé une voix posée quand les gens demandaient « Vous êtes la sœur aînée ? Vous n'avez pas l'air d'avoir un enfant de 8 ans. » Puis sont venus les discours. Le témoin du marié a commencé avec quelques histoires drôles qui ont suscité de légers rires dans l'assemblée. Et puis, ce fut le tour de Vivien. Je me suis préparée à quelque chose de sincère, quelque chose sur l'amour ou notre enfance partagée. J'ai même levé mon verre en signe d'anticipation silencieuse. J'aurais dû m'en douter. Elle a levé sa flûte en cristal et a rayonné vers les invités. Merci infiniment à tous d'être ici, a-t-elle commencé, resplendissante sous les lumières. Cela signifie vraiment tout pour moi. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, et bien sûr, je dois dire quelque chose à propos de ma grande sœur. Je me suis tournée vers Lucas et j'ai souri, croyant un instant que ce moment serait bienveillant. Elle a continué, elle a toujours été un modèle, une mère célibataire forte et indépendante, et clairement, personne d'autre ne veut d'elle. Les rires ont explosé comme des feux d'artifice. Mon estomac s'est tordu. Au début, j'ai cru avoir mal entendu, mais le sourire narquois sur son visage m'a indiqué qu'elle pensait chaque mot. Certains invités ont regardé autour d'eux avec gêne, mais la plupart ont ri plus fort, trinquant comme s'ils étaient complices de la blague. Je ne savais plus où regarder. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles. Lucas a doucement tiré sur ma manche et a chuchoté, « Pourquoi elle a dit ça, maman ?» Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue depuis l'autre bout de la pièce, fort et claire, c'est un produit d'occasion, mais bon, elle est encore présentable pour son âge. Ce rire-là était différent, plus aigu, plus froid. Le genre qui vous transperce. À cet instant, j'ai cessé d'être une invitée, ou même un membre de la famille. Je suis devenue quelque chose dont on se moque, dont on rit. Je suis restée assise, figée, le visage brûlant, retenant mes larmes pour le bien de mon fils. Sous la table, je serrais ma serviette si fort que j'avais l'impression que c'était la seule chose qui me retenait. J'ai balayé la pièce du regard, désespérée de trouver une seule paire d'yeux qui pourrait m'offrir de la compassion. Mon grand-père fixait son assiette. Ma cousine souriait narquoisement en regardant son téléphone. Même mon oncle, qui m'avait dit un jour que je lui rappelais mon défunt père, refusait de lever les yeux. Le petit visage de Lucas était assombri par la confusion et la tristesse. Et ça, c'est la partie qui m'a vraiment brisée. Ce n'était pas l'insulte, ni les rires, ni la honte. C'était de voir mon fils essayer de donner un sens à tout cela, essayer de comprendre pourquoi la femme qui embrassait ses genoux écorchés et veillait tard pour l'aider avec ses devoirs de maths était ridiculisée par son propre sang. Je voulais partir. Je voulais attraper la main de Lucas et disparaître. Mais quelque chose en moi s'est arrêté. Je voulais parler. Je voulais me lever et leur dire qu'ils ne savaient rien de ce que j'avais enduré, ou survécu. Mais ma bouche était sèche et mes jambes semblaient être en coton. Puis, avant que je puisse agir, j'ai entendu une chaise racler le sol. Callum, le fiancé impeccable et posé de Vivien, s'est levé lentement. Il n'a pas jeté un regard à Vivien. Il ne s'est pas redressé à la foule. Ses yeux se sont fixés directement sur moi. Et à cet instant, toute la pièce est tombée dans le silence. Je savais que quelque chose se préparait. Pas un sauvetage, pas une confrontation. Un règlement de compte. Les gens supposent souvent qu'être l'aîné signifie que vous montrez la voie, que vous êtes admiré, suivi. Mais dans notre famille, j'étais plus un contre-exemple qu'un guide.
Je suis Lara. J'ai 34 ans, mère célibataire et le mouton noir désigné de la famille. Je vis dans un petit appartement de 2 chambres en périphérie de la ville avec Lucas, mon fils de 8 ans. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, la seule raison pour laquelle je remets les pieds dans des pièces qui me font sentir invisible. Je jongle avec 2 emplois, je travaille le matin dans un café et le soir comme réceptionniste dans un hôtel. C'est loin d'être glamour, mais c'est ma vie. Je fais des pancakes à Lucas le samedi. Je sais recoudre les trous de ses jeans. Il me dit que je suis son super-héros, et honnêtement, c'est tout ce dont j'ai besoin. Mais dans notre famille, être mère célibataire signifiait être un échec. Ma mère, Judith, ne manquait jamais une occasion de me le rappeler, surtout pendant les dîners de fête. L'image est tout pour elle, c'est pourquoi elle qualifie le mariage de Vivien de « seconde chance pour le nom de la famille ». Vivien, de 5 ans ma cadette, a toujours été l'enfant prodige, magnifique, accomplie, couverte de cadeaux et d'éloges, et pourtant, perçue comme s'étant faite toute seule. Judith la couvait. Si Vivien éternuait, on lui tendait un mouchoir brodé. Quand j'étais malade, on me disait de prendre des vitamines et d'arrêter d'exagérer. Quand je suis tombée enceinte de Lucas, tout a changé. J'avais 25 ans, profondément amoureuse d'un homme qui avait promis d'être là. Au 5e mois, il a disparu. Aucune explication, aucun au revoir. Ma famille n'a pas demandé ce qui s'était passé. Ils n'ont offert aucun réconfort, aucun soutien. Juste le silence, le jugement et des « je te l'avais bien dit ». Mais ensuite, j'ai tenu Lucas dans mes bras pour la première fois, et chaque mot amer qu'ils avaient pu prononcer s'est évanoui dans le néant. Pourtant, j'espérais secrètement qu'il finirait par me voir, pas seulement comme une mère célibataire, mais comme quelqu'un digne d'amour. C'est peut-être pour ça que j'ai accepté l'invitation au mariage de Vivien. Je n'étais pas dans le cortège nuptial. Mon nom était même mal orthographié sur le carton d'invitation. J'ai loué une robe, me suis coiffée devant le miroir de la salle de bain pendant que Lucas s'entraînait à sourire avec une cravate à clip. Je me suis dit que je le faisais pour tourner la page, que c'était peut-être leur façon de tendre un rameau d'olivier fragile. Le lieu était à couper le souffle, des roses blanches partout, des bordures dorées sur chaque surface et un quatuor à cordes jouant doucement en fond sonore. Vivien semblait sortie d'un catalogue de mariage, souriante, rayonnante, absorbant les compliments et les flashs des appareils photo. Quand elle est passée près de moi, son sourire a vacillé. « Tu es venue ?» a-t-elle dit, comme si elle ne s'y attendait pas. Puis elle a jeté un coup d'œil à Lucas et a ajouté « Il grandit tellement ». Pas d'étreinte, pas de chaleur, juste des mots polis avant de retourner sous les projecteurs. Judith ne m'a pas du tout reconnue. Elle est passée devant moi comme si je n'étais pas sa fille, comme si j'étais l'une des employées. Mais Lucas, lui, était radieux. Il pensait que le lustre ressemblait à un vaisseau spatial. Il m'a chuchoté que Vivien ressemblait à une vraie princesse. Et en le voyant s'illuminer de joie d'être simplement là, j'ai décidé de rester pour la réception, même si cette vieille douleur de ne pas appartenir s'installait dans ma poitrine. Nous avons trouvé nos places, table 9, nichée près des toilettes. J'ai ri en moi-même. Approprié. Nous avons grignoté nos salades. J'ai aidé Lucas avec sa cravate quand il a renversé de la mousse dessus. J'ai gardé les yeux loin de Judith et j'ai essayé de ne pas écouter quand mon nom flottait dans des chuchotements étouffés derrière des verres qui trinquent. Puis sont venus les discours. Et j'ai réalisé que ce n'était pas une question d'unité familiale ou de nouveau départ. C'était une autre performance, et j'étais sur le point de devenir la chute de la blague. Cela a commencé comme n'importe quel toast de mariage, chaleureux, trop répété, mielleux. Vivien s'est levé, la posture parfaite, tenant une flûte de champagne dans sa main fraîchement manucurée. Sa robe scintillait sous les lumières. La salle s'est tue. Elle a marqué une pause, juste assez longtemps pour un effet dramatique. « Je veux tous vous remercier d'être ici », a-t-elle dit doucement. « C'est le plus beau jour de ma vie, entourée des personnes qui comptent le plus pour moi. » Depuis le fond, je regardais, me demandant si j'étais incluse dans cette phrase. Lucas était sur le bord de son siège, complètement enchanté par le conte de fées qui se déroulait. Vivien a continué, s'extasiant sur Calum, sur l'amour et le destin. Je me suis légèrement détendue. Peut-être,
Juste peut-être, elle ne remuerait pas le couteau dans la plaie ce soir. Mais ensuite, son ton a changé. Et bien sûr, a-t-elle dit avec un sourire entendu, un grand merci à ma grande sœur. Tu as toujours été un exemple si fort. L'attention s'est déplacée. Je pouvais sentir les regards se tourner vers moi. Je me suis redressée, offrant un sourire poli. La voix de Vivien est restée légère, mais ses mots sont devenus acérés. C'est la femme la plus courageuse que je connaisse, élevant un enfant seul. Pas de mari, pas d'aide. Juste elle et bien, quiconque elle pouvait trouver pour garder les enfants. L'auditoire a gloussé. Mon estomac s'est noué. Mais sérieusement, a-t-elle ajouté, c'est incroyable comme elle s'en est sortie. Une mère célibataire, clairement indésirable, mais toujours présente. Ce rire est revenu, plus fort, plus cruel. J'ai senti l'air me manquer. Mon visage brûlait. Mes mains serraient la serviette sur mes genoux. J'ai jeté un coup d'œil à Lucas. Son sourire s'était effacé. Il regardait autour de lui, perplexe, se demandant pourquoi il riait de sa mère. Puis vint le pire. Ma mère, Judith, a ri plus fort que les autres. Elle s'est penchée vers les autres à sa table et a dit, juste assez fort pour être entendue, c'est un produit d'occasion, mais elle brille encore bien. Plus de rire, froid, cinglant. Ma vision s'est brouillée. C'était comme recevoir une gifle, sauf que personne ne m'avait touché. Il n'en avait pas besoin. Il riait comme si c'était normal, comme si se moquer d'une femme qui s'était battue bec et ongles pendant près d'une décennie pour élever son fils était en quelque sorte acceptable. Comme si être seul me rendait moins valable. J'ai baissé les yeux vers Lucas. Sa joie avait disparu, remplacée par un froncement de sourcils inquiet. Il s'est penché plus près et a chuchoté, « Pourquoi elle a dit ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je voulais répondre. Je voulais le protéger. Mais je ne trouvais pas les mots. Je ne pouvais pas le protéger de ce moment, de la façon dont notre famille me voyait vraiment. Ce genre de douleur ne se cache pas facilement. Mon cœur s'est emballé. J'ai balayé la pièce du regard, cherchant une issue, quelqu'un qui pourrait intervenir, qui pourrait dire « ça suffit ». Mais personne n'a bougé. Certains invités semblaient mal à l'aise, mais le silence l'a emporté. Ils regardaient leurs verres de vin, leurs assiettes, leurs téléphones. Même grand-père Norman, qui m'appelait autrefois sa petite lionne, a évité mon regard. Il était présent, mais pas avec moi. Je me sentais complètement seule. Et la vérité, c'est que j'aurais pu l'encaisser si cela n'avait concerné que moi. J'avais enduré ce genre de traitement pendant des années. J'aurais pu me lever, prendre la main de mon fils et partir avec une force tranquille. Je l'avais déjà fait. Mais voir cette confusion et cette tristesse dans les yeux de Lucas a brisé quelque chose en moi. Il me regardait être mis en pièces dans une pièce pleine de gens qui auraient dû nous aimer. Je me suis levée, non pas parce que je savais quoi dire, non pas parce que je voulais faire une scène, mais parce que je devais partir. J'avais besoin de respirer, de sortir avant que la honte ne m'écrase. Mes mains tremblaient en repoussant ma chaise. Et puis, de la table d'honneur, une autre chaise a raclé le sol. Callum, le marié, s'est levé. Son visage avait pâli. Sa mâchoire était serrée. Sans un mot, il a pris le micro des mains de Vivien. Toute la pièce s'est figée. Plus de gloussements, plus de chuchotements. Juste ce silence épais, étouffant. Quoi qu'il s'apprêtât à dire, cela ne faisait pas partie du scénario. Il se tenait là, une main posée sur la table, l'autre agrippant le micro. Ses yeux n'étaient pas tournés vers Vivien, ni vers Judith, ni vers les invités hilars. Il ne regardait que moi. Et pendant un instant, je me suis préparée au pire, à une tentative policée de minimiser l'incident, de le tourner en plaisanterie et de passer à autre chose. C'est ainsi que les choses fonctionnaient dans ma famille. Ils avaient toujours appelé ça la tradition, l'humour, juste des taquineries. Mais Callum n'a pas souri. Il n'a pas adouci son expression. Son visage était difficile à lire. De la colère, peut-être, ou quelque chose de plus profond, comme une déception mêlée d'incrédulité. Avant qu'il ne puisse parler, j'ai repoussé ma chaise et j'ai tendu la main vers Lucas. J'étais prête à partir, tranquillement, dignement.
Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir m'effondrer. Je l'avais déjà fait, et j'aurais pu le refaire. Mais alors que je me détournais, la voix de Callum m'a arrêté. « Lara, ne pars pas », ces mots ont traversé la pièce comme un projecteur. Tout le monde s'est tourné vers lui. Des chuchotements ont parcouru les tables comme le vent dans des feuilles sèches. Le dos de Vivien s'est raidi. Les yeux de Judith se sont rétrécis. Le DJ a tendu la main vers le bouton du volume, mais Callum a levé une main, l'arrêtant. Il n'a jamais détourné le regard de moi. Je ne peux pas rester ici et prétendre que ce qui vient de se passer est acceptable, a-t-il dit, la voix calme mais ferme. Je ne laisserai pas la cruauté se déguiser en humour. On aurait pu entendre une mouche voler. Callum s'est éloigné de la table, chaque pas lourd, délibéré, comme s'il se déplaçait à travers une résistance invisible. Il s'est approché, vers notre table, vers moi, les assiettes vides, les salades fanées, les parts de gâteau intactes. Et il a regardé directement tout le monde dans la pièce. J'ai beaucoup entendu parler de famille au cours de cette dernière année, a-t-il dit. De tradition, d'apparence, de loyauté. Mais ce que je viens de voir, ce n'était pas la famille. C'était de la cruauté déguisée en célébration. Les invités se sont agités, mal à l'aise. Quelques-uns ont jeté des regards nerveux à Judith, d'autres ont fixé leur boisson. Callum s'est tourné vers Vivien. Tu t'es moqué de ta sœur parce qu'elle est mère célibataire, parce qu'elle élève un enfant seul. Et pire, tu as fait en sorte que son fils assiste à ça. La bouche de Vivien s'est légèrement ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Callum n'a pas attendu qu'elle parle. Elle n'a pas demandé à être dans cette situation, mais elle a assumé. Elle est venue aujourd'hui. Elle s'est assise tranquillement au fond. Elle a amené son fils pour célébrer ton grand jour. Et tu l'as transformé en la risée de tous. Je n'avais jamais vu Vivien paraître si petite. Pas avant ce moment. Callum s'est tourné une fois de plus vers les invités. Lara n'est pas venue ici demander de la sympathie. Elle n'a pas besoin des projecteurs. Mais je refuse de rester ici et de me taire. Si épouser cette famille signifie accepter la cruauté déguisée en tradition, alors je dois reconsidérer le genre d'homme que je veux être. Une vague de murmures a traversé la foule. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Une femme a chuchoté, « Est-ce que ça arrive vraiment ?» Lucas m'a regardé, les yeux écarquillés, incertain. J'étais venu pour survivre à la soirée. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me défende. Surtout pas comme ça. Surtout pas lui. Callum a baissé les yeux vers Lucas et lui a fait un signe de tête doux et assuré. Ta mère est la personne la plus forte dans cette pièce. Ne l'oublie jamais. Puis il s'est tourné une fois de plus vers la foule. Je crois que j'en ai assez vu. Il a doucement posé le microphone, est passé devant Vivien sans un autre mot et a quitté la salle. Je suis resté là, tenant toujours la main de Lucas, abasourdi. La musique n'a pas repris. Personne n'a bougé. C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Le conte de fées s'était effondré. Mais pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui étais en morceaux. Au moment où Callum est sorti de la salle de réception, quelque chose a changé. Aucun applaudissement n'a suivi, aucun bavardage n'a repris. Juste le faible bourdonnement de la climatisation et le léger tintement d'une cuillère contre un verre. Tout le monde était figé, leur regard allant de moi à Vivien, puis à la porte par laquelle Callum venait de passer. Vivien se tenait à la table d'honneur, abasourdie, comme si elle venait d'être frappée. Sa posture parfaite s'est effondrée, ses épaules s'affaissant sous le poids de ce qui venait de se dérouler. Elle a regardé autour d'elle, mais l'admiration dans la pièce s'était évaporée. Les visages la fixaient, vides, certains choqués, d'autres honteux, d'autres encore en colère, mais pas contre Callum. Contre elle. Judith s'est levée brusquement, sa chaise grinçant contre le sol. Quel garçon ingrat, a-t-elle lâché. Il t'a humilié devant tout le monde, tout comme ta sœur. Égoïste. Mais ces mots n'avaient plus le même poids. L'emprise qu'elle avait autrefois sur une pièce s'était relâchée. Sa voix tombait à plat, vide de sa puissance habituelle. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Pour la première fois de ma vie,
je n'ai pas ressenti le besoin de me recroqueviller sous son jugement. Je me suis tournée vers Lucas. Il m'a regardé, incertain. On part, a-t-il demandé doucement. Oui, mon bébé, ai-je dit en lui lissant les cheveux. On rentre à la maison. Je me suis tenue droite, j'ai pris sa main et j'ai marché vers la sortie. Les invités se sont écartés à notre passage. Certains évitaient mon regard, d'autres semblaient vouloir dire quelque chose mais ne trouvaient ni le courage ni les mots. À mi-chemin de la porte, quelqu'un a appelé mon nom. Lara. Je me suis retournée. C'était grand-père Norman. Il avait l'air pâle, les yeux rougis. Lentement, il s'est levé et s'est dirigé vers moi. Je suis désolé, a-t-il dit, la voix basse et tremblante. J'aurais dû arrêter ça il y a des années. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Je ne le détestais pas pour son silence, je comprenais ce qu'il lui en coûtait de le briser maintenant. Je n'étais pas en colère, mais je ne portais plus sa culpabilité non plus. Dehors, l'air de la nuit était frais et pur. Lucas a serré ma main. Le mariage est fini, a-t-il demandé. J'ai baissé les yeux vers lui. Oui, ai-je dit en souriant doucement. Je crois qu'il s'est terminé exactement comme il le devait. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Pas de musique, juste le bourdonnement régulier des pneus et les doigts de Lucas tapotant la coudoir. Je l'ai mis au lit ce soir-là, j'ai embrassé son front et je suis restée dans l'embrasure de sa porte un moment de plus que d'habitude. Il n'a pas posé d'autres questions. Il n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une douzaine d'appels manqués. Des numéros que je ne reconnaissais pas, des messages de parents éloignés, même de quelques invités que je connaissais à peine. Je les ai ignorés. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto d'une amie qui avait été au mariage, quelqu'un a enregistré le discours de Callum. C'est sur Facebook. Plus de 50 000 vues. Tu dois voir les commentaires. J'ai ouvert la vidéo. Il était là, Callum, calme, inébranlable, s'adressant à toute une salle. Et j'étais là, figée en arrière-plan, agrippant la main de Lucas. Les commentaires affluaient, cet homme est un héros. Elle méritait mieux. Je pleure en regardant ça. Chaque mère célibataire vient d'obtenir un peu de justice. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas souri. Je me sentais juste immobile, comme si quelque chose en moi s'était enfin relâché. Quelque chose qui s'était crispé pendant des années, retenant silencieusement mon souffle à travers chaque insulte, chaque exclusion, chaque affront tacite, avait enfin lâché prise. Vivien a essayé de déformer l'histoire quelques jours plus tard. Elle a dit aux gens que Callum avait surréagi, que ce n'était qu'une blague inoffensive, que tout le monde était trop sensible. Mais le mal était fait, et la vérité avait déjà pris racine. Les gens ne riaient plus. Quelques jours plus tard, un petit bouquet de fleurs sauvages est arrivé à mon appartement. Pas de mots, juste une carte avec 5 mots, à la lionne. Je n'ai pas eu besoin de deviner qui l'avait envoyé. Le mariage n'a jamais eu lieu. Mais quelque chose de bien plus important s'est produit. Pour une fois, ce n'était pas moi qui portais la honte. Ce n'était pas moi qu'on obligeait à s'excuser. Je suis sortie de cette salle avec la main de mon fils dans la mienne, ma dignité intacte et la tête haute. Et quelque part, quelqu'un a rappelé à une salle pleine de gens, et peut-être à un coin d'internet, à quoi ressemblent vraiment la force et l'amour. Cela fait 6 mois depuis le mariage qui n'a jamais eu lieu. Vivien et Callum ont officiellement mis fin à leurs fiançailles. Pas avec une déclaration dramatique ou une querelle publique, juste une disparition discrète. Plus de photos, pas de messages de clôture. Ces réseaux sociaux ont lentement effacé toute la soirée, comme si elle n'avait jamais existé. Elle est de retour dans son cercle, souriante sur des photos soignées. Elle n'a pas cherché à me contacter. Je ne suis pas sûre de m'y être attendue. Judith m'a appelé une fois. Pas pour s'excuser, bien sûr, mais pour me réprimander d'avoir embarrassé la famille en ne riant pas avec eux. J'ai écouté pendant environ 30 secondes avant de dire calmement quelque chose que je n'aurais jamais imaginé avoir le courage de dire, je ne suis plus ton bouc émissaire. Puis j'ai mis fin à l'appel. Pas de cris, pas de larmes. Juste une finalité tranquille. Après coup, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur approbation.
Je n'attendais plus qu'ils reconnaissent ma valeur. Je n'avais pas besoin d'excuses dramatiques ou d'un changement soudain de cœur. J'avais juste besoin d'arrêter de demander la permission de croire en moi. Ma vie ne s'est pas transformée en conte de fées. Je travaille toujours de longues heures. Je prépare encore 2 dîners différents certains soirs parce que Lucas veut des pancakes et que je veux des légumes. Mais je marche différemment maintenant. Je ne suis plus courbée sous des années de honte silencieuse. Je ne m'assois plus au fond pour rester invisible. Je ne sens plus que je dois prouver que j'ai ma place dans n'importe quelle pièce. Lucas a changé aussi. Il pose des questions plus réfléchies. Il veut savoir pourquoi certaines personnes blessent les autres et pourquoi certaines choisissent de se défendre. Il parle de Callum comme s'il était un super-héros, et parfois il rejoue le discours en utilisant ses figurines, défendant le petit gars. Je le regarde et je sais qu'il a vu quelque chose cette nuit-là qui façonnera qui il deviendra, quelqu'un de fort, de gentil et qui n'a pas peur de parler quand c'est important. Un soir, alors que nous nous brossions les dents côte à côte, il m'a regardé dans le miroir et a demandé « Maman, es-tu toujours triste de ce qu'a dit tante Vivien ?» J'ai marqué une pause, puis j'ai répondu « Plus maintenant. » « Pourquoi tu demandes ?» Il a haussé les épaules, du dentifrice sur le menton. « Parce que je pense que tu as gagné, même si ce n'était pas un combat. » Et il avait raison. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas riposté. Je n'ai pas fait de scène ni exigé justice. Je me suis levée, j'ai pris la main de mon fils et je suis partie. Et quelqu'un d'autre, quelqu'un que je n'attendais pas, a décidé que le silence ne suffisait plus. Callum ne s'est pas seulement levé pour moi. Il a rappelé à tout le monde dans cette pièce, et à tous ceux qui ont depuis regardé cette vidéo, à quoi ressemble vraiment l'amour. Pas le genre déguisé et performatif, mais le genre qui voit quelqu'un être blessé et dit « ça s'arrête ici ». S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci, être seul ne signifie pas être indésirable. Être gentil ne vous rend pas faible. Et une fois que vous avez reconquis votre dignité, personne ne peut vous la reprendre. Alors non, je n'ai pas dansé au mariage de ma sœur. Je n'ai pas levé mon verre ni pleuré sous des guirlandes lumineuses. Mais je suis partie avec quelque chose de bien plus précieux que leur approbation. Je suis partie avec mon fils à mes côtés, la tête haute, et la vérité inébranlable que je n'ai jamais eu besoin d'expliquer ma valeur à qui que ce soit. C'était la fin que personne n'avait anticipée, mais exactement celle que je méritais. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti rabaissé ou ignoré dans une pièce pleine de gens qui auraient dû vous soutenir, sachez ceci, votre voix compte, votre dignité compte, et vous n'êtes pas seul. Si cela a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laissez un commentaire. J'aimerais beaucoup savoir, avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un s'est enfin levé pour vous, ou où vous avez dû vous défendre vous-même ? Et si vous êtes attiré par les histoires vraies qui défient les attentes et révèlent ce que signifie vraiment être humain, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer ce qui va suivre. Merci d'être ici.